Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode très spécial puisque les Américains désigneront leur président le 3 novembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Les sondages d'opinion relatifs à l'élection présidentielle américaine montrent que Joe Biden devance largement Donald Trump dans les intentions de vote. Au niveau national, mais aussi au niveau des États les plus importants que chacun des candidats cherche à gagner pour remporter la victoire lors de cette élection présidentielle. À titre de rappel, l'électeur américain ne choisira pas seulement son président, mais il devra également choisir les 435 membres de la Chambre des représentants et élire 30 membres du Sénat. Pour rappel également, Trump, en 2016, avait réussi à battre sa rivale Hillary Clinton de justesse. Et donc, la question qui se pose est la suivante. Trump pourra-t-il remporter une victoire similaire en 2020? Et est-ce que le Parti républicain pourra également conserver la majorité au Sénat? Pour débattre de ces questions et faire le point sur ces élections, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode spécial deux anciens membres du Congrès américain. Se trouve avec moi dans le studio l'ex-député démocrate Jim Moran, membre du Parti démocrate. Il a représenté le 8e district de Virginie de 1991 à 2015, a également été président du comité des crédits et de la commission politique du Parti démocratique à la Chambre des représentants. Nous rejoint également via Skype l'ex-député de l'Arizona John Howard, un membre du Parti républicain qui a représenté le 5e district d'Arizona de 1995 à 2007. Howard a également été le premier membre de l'Arizona à présider la commission des politiques commerciales et fiscales de la Chambre des représentants. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, on va d'abord joindre la correspondante de l'émission Adèle Nazarian qui est allée à la rencontre des électeurs dans les rues de Washington pour recueillir leurs prévisions. Merci infiniment. J'ai discuté avec plusieurs personnes ici à Washington, D.C. La majorité écrasante dit que Biden gagnera les élections et c'est tout à fait normal car Washington est une ville très libérale. Vous allez entendre leurs réponses et comment ils justifient l'éventualité. Je pense que Biden va remporter la présidentielle, mais Trump va créer le chaos. Je pense que Biden va gagner. Il est le mieux placé pour être président des États-Unis. Et malheureusement, le président actuel fait tout pour effrayer les électeurs. Je parie sur Joe Biden, mais on verra. Si nous allons tous voter le 3 novembre, Joe Biden gagnera. Et je veux qu'il gagne parce qu'il soutient l'avortement et la question environnementale. C'est ce qui importe. Je voterai pour Biden parce qu'il fera un travail formidable et restaurera la moralité dans la politique du pays. Et j'aime comment il traite les gens avec respect. Comme vous l'avez entendu, Adam, les gens ont donné les raisons pour lesquelles ils donnent Biden favori pour la présidentielle et nous n'avons pas réussi à rencontrer des gens qui soutiennent Trump ici. Je suis sûre qu'ils existent, mais nous ne sommes plus qu'à quelques jours des élections, donc attendons pour voir ce qui va se passer. Retour à vous, Adam. Merci Adèle. Je me tourne à présent vers l'analyste de l'émission J.D. Gordon. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec mes invités, je voudrais commencer la discussion avec vous, J.D. J'aimerais que vous nous apportiez un éclairage sur cette élection sans précédent, qui est également suivie par de nombreux téléspectateurs au Moyen-Orient et au Maroc. J'aimerais que vous nous disiez de quel dossier dépend l'issue de ce scrutin. Adam, le centre de recherche américain Pew Research Center, un des plus importants centres de sondage, a présenté 12 sujets concernant cette question et l'économie occupe la première place avec 79 des opinions affirmant que l'économie est la plus importante. Puis vient le secteur des soins de santé, la Cour suprême et le coronavirus. Ces trois sujets se situent entre 60 et 69%, alors que la question de la violence, de la criminalité, de la politique étrangère et des armes totalise 50% de l'intérêt public. Puis vient la question de la discrimination raciale et de l'immigration. Enfin vient le fossé entre les classes sociales, la question environnementale, puis l'avortement avec 40%. Bien sûr, en plus de ces 12 sujets, il y a le facteur d'âge et l'humeur des candidats,
puisque tous les deux représentent les candidats les plus âgés depuis les années 70. Biden est septuagénaire, puis les deux ont mené un débat présidentiel chaotique. Lors du premier débat, nous avons remarqué qu'au lieu de discuter les problèmes de la nation, il y a eu des interruptions et des insultes, et les Américains n'ont pas compris ce qui se passait devant eux, comme c'est le cas avec tous les pays du monde qui suivent de près la politique américaine. Merci, JD. Je me tourne à présent vers mes deux invités distingués, les deux anciens membres du Congrès, l'un démocrate et l'autre républicain, qui connaissent de plus près les candidats à la présidentielle et possèdent une vaste expérience concernant les facteurs clés de la victoire électorale. Nous allons commencer par vous, Monsieur Moran. Le président Trump a transmis un message aux électeurs en affirmant qu'il est le mieux placé et que Biden et les démocrates sont des gauchistes extrémistes qui vont détruire le pays, que lui seul est capable d'empêcher le chaos. Pensez-vous que suffisamment d'électeurs américains croiront Trump et l'éliront pour un second mandat ou pas? Et pourquoi dans les deux cas? Une autre question concernant le Sénat. Va-t-il préserver sa majorité républicaine, ce qui est très important pour les républicains en raison du rôle du Sénat dans la législation? Je ne pense pas que les électeurs croiront le message de Trump, tout simplement parce que ce n'est pas vrai. Joe Biden n'est pas un homme de gauche et il est difficile de le considérer comme un socialiste. En fait, sa réputation tout au long de sa longue histoire est qu'il est très modéré et même conservateur sur certaines questions, en tout cas, plus que ne le dictent la plupart des orientations du Parti démocrate. Il peut être considéré légèrement à droite du centre du Parti démocrate et donc il est bien là où il doit être pour pouvoir représenter l'orientation dans laquelle le Parti démocrate devrait aller. Biden est différent de Trump par son sang-froid et je pense qu'après 4 ans, la plupart des Américains en ont assez de la nervosité du président Trump. Et je pense qu'ils veulent plus de stabilité et se fier à des experts et des conseillers scientifiques. Donc je pense que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis et la perspective qu'il y aura une majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants est 2 fois plus probable. Et donc, il sera en mesure de mettre en œuvre un projet audacieux. Le magazine The Economist a rassemblé tous les résultats des sondages d'opinion publique sans parti pris politique. Il a conclu que les chances de Joe Biden de remporter la présidentielle sont de 98% et qu'il y a 85% de chances qu'il remporte le collège électoral des États-Unis, qui était la raison de l'échec de Hillary Clinton. D'autant plus qu'une chance que les démocrates auront une majorité au Sénat de 66% montre bien que ces chiffres confirment que ce résultat soit concret le 3 novembre. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Howard, et je pense qu'en tant qu'ancien membre du Congrès républicain, vous croyez que le président Trump sera réélu et que les républicains conserveront la majorité au Sénat. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail vos raisons? D'abord, je dois mentionner que la situation en Arizona est différente de celle de Washington, D.C. La campagne électorale ici est complètement différente, mais tous les Américains sont préoccupés par la violence qui s'est produite dans les rues de Washington, New York, Chicago, Portland et même ici à Scottsdale, dans l'État de l'Arizona. Nous n'avons pas vu de manifestations pacifiques, mais plutôt de la violence et l'émergence de groupes comme Antifa. Les Américains des deux sexes sont tellement préoccupés par cette violence, ce qui a poussé le président Trump à parler de la loi, de l'ordre public et de la nécessité de rétablir la stabilité. Si vous regardez le volet de l'économie et malgré tout ce qui s'est passé à cause de la pandémie du COVID-19, qui a mis l'économie dans le coma, on voit une reprise de l'économie qui se confirme et malgré toutes les inquiétudes, l'intérêt économique reste l'élément qui unit les Américains. Et puisque le président Trump était l'initiateur de la croissance économique, bien qu'il y ait des gens qui n'aiment pas cette suite et son style personnel, je pense qu'il gagnera et que les républicains conserveront la majorité du Sénat.
Donc, le membre du Congrès Howard a exprimé son inquiétude au sujet de la loi et de l'ordre public de l'État, ainsi qu'à propos du mouvement de gauche Antifa qui s'oppose au fascisme. Howard a également exprimé sa préoccupation au sujet de l'économie. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Moran. D'après vous, quelles sont les questions majeures qui préoccupent les Américains et quel est l'élément déterminant qui les poussera à voter pour tel ou tel candidat, pour Trump ou Biden? L'économie s'est effondrée pour la majorité des Américains en raison de la pandémie et plus de 100 000 restaurants ont fermé leurs portes. Des millions d'Américains sont toujours au chômage et ne savent pas s'ils pourront retrouver un emploi. Et cette incertitude économique menace clairement la vie de la majorité des Américains. Donald Trump se préoccupe uniquement pour la bourse et le quartier des affaires de New York, alors que les Américains s'inquiètent plus pour le secteur des petites entreprises, les communautés rurales et les zones industrielles qui n'arrivent plus à survivre en cette période. Et en réalité, c'est ce qui compte pour les Américains. En ce qui concerne le groupe Antifa, qui est un groupe non organisé de jeunes comme celui qui est apparu dans le quartier d'affaires et financier de New York, les médias en ont parlé il y a quelques années. Antifa n'a eu aucune influence et n'a commis aucun acte de violence, contrairement à ce qu'ont prétendu certains médias. La conclusion est que l'économie est devenue l'enjeu et la clé déterminante. Et comme l'a dit un jour le conseiller du président Bill Clinton, pour expliquer sa victoire face à George Bush, « It's the economy stupid », c'est l'économie imbécile. Chers téléspectateurs, M. Moran dit que l'économie est le facteur déterminant. Nous poursuivrons cette discussion dans quelques instants après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous avons aujourd'hui le plaisir de débattre avec deux anciens membres du Congrès américain pour discuter de l'état de la course présidentielle et des prévisions concernant l'issue de ce scrutin. Avant la pause, nos deux invités nous ont fait part de leurs appréciations concernant celui qui allait gagner des élections et pourquoi. Nous discutons à présent des questions qui influent sur le vote de l'électorat. L'ancien membre du Congrès Moran a déclaré que l'économie est la clé déterminante pour pousser les Américains à voter. Quiconque a souffert économiquement au cours des 4 dernières années votera pour Biden, et celui qui croit que sa situation économique s'est améliorée votera pour Trump. Maintenant, M. Moran, et grâce à vos multiples rencontres avec les gens dans les rues en Arizona, quelle est la catégorie de personnes qui a bénéficié de l'approche économique de l'administration Trump? Et quel est, selon vous, le groupe qui en a souffert? Comment cela affectera-t-il les résultats des élections du 3 novembre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie est la clé déterminante. En fait, l'expérience du président Trump en tant qu'un homme d'affaires l'a aidé à mobiliser les industries américaines pour fabriquer des respirateurs artificiels et à mobiliser les industries pharmaceutiques pour qu'elles travaillent à la production d'un vaccin anti-Covid-19. Permettez-moi ici de ne pas aller dans le même sens que Jim. Le président Trump n'est pas le seul à se concentrer sur le marché boursier. Mais la plupart des principaux actionnaires du marché monétaire sont ceux qui apportent leur soutien à Biden.
Et si vous regardez les meetings et les réunions publiques républicaines à travers l'Amérique pour soutenir Trump, y compris ses rassemblements ici en Arizona, qu'il a visité plusieurs fois, et qui est un État qui oscille entre les deux partis, vous constaterez qu'il bénéficie d'un grand soutien ici. Et je pense qu'il bénéficiera aussi d'un soutien des États d'Amérique centrale et des grands États tels que le Texas et la Floride. Et étant donné que d'autres États tels que la Californie, New York et l'Illinois s'alignent toujours du côté des démocrates, je pense que la campagne électorale sera passionnante. Étant donné aussi que Trump a agi selon son expérience d'homme d'affaires et de communication envers tous les Américains, non seulement envers le marché monétaire, mais envers les propriétaires et les gérants des restaurants dont Jim a parlé, et qui font face à une énorme crise, ce président s'emploie à restaurer l'activité économique en Amérique et ce point jouera en sa faveur le jour des élections. Je vous pose maintenant une question et je vous donnerai le temps nécessaire pour y répondre tous les deux. Le taux de chômage est à la hausse et à cause de la COVID-19, nous avons vu des milliers ou plutôt des millions d'Américains perdre leur emploi au cours des derniers mois. Le volume de la dette publique a atteint un niveau sans précédent en raison des réductions d'impôts et de l'augmentation des dépenses fédérales. Alors, comment peut-on dire que les Américains sont mieux lotis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lorsque Trump a été élu? Ils ne sont pas dans une meilleure position et c'est pour cela que Trump perdra. En fait, depuis qu'il a réduit les impôts, le revenu de plus de 50 millions d'Américains est devenu inférieur à ce qu'il était auparavant, tandis que le revenu des Américains qui gagnent plus de 10 millions de dollars par an a augmenté. L'argent va aux riches, non à la base populaire, alors il perdra les élections. Monsieur Howard, quel est votre avis? Bon, c'est très intéressant de voir que c'est la période de la campagne présidentielle, alors Jim ou le Parti démocrate tente de profiter de ces deux situations contradictoires. Le président Donald Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir avec le Congrès pour essayer de faire face à la pandémie et de faire en sorte que des plans soient fournis pour aider les Américains. Mais malheureusement, la présidente de la Chambre des représentants, Pelosi, et le sénateur démocrate Schumer ont refusé toute négociation visant à mettre en œuvre un plan pour aider le peuple américain. C'est malheureux, mais c'est la réalité du travail politique à l'approche du jour d'élection. Cela dit, il reste vrai que l'économie américaine a atteint des niveaux records, puis la pandémie a causé de réels problèmes qui ont nécessité une augmentation des dépenses et une augmentation de la dette nationale. Et vous pouvez regarder l'énorme projet de dépenses que les démocrates veulent faire passer, qui ajoute à cette dette 2 milliards de dollars. Actuellement, il n'y a pas de nécessité effective d'aider le peuple américain. Il y aura une élection et nous verrons ce qui en résultera. En ce qui concerne les élections, les sondages d'opinion ont montré que la majorité choisirait Biden dans presque tous les grands États et que les États dans lesquels Trump domine, la différence est très faible entre lui et Biden. Mais aux élections de 2016, les sondages d'opinion disaient qu'Hillary Clinton était un peu en avance sur Donald Trump. Elle s'attendait à sa victoire contre ce dernier, mais ces sondages se sont avérés erronés. Quelle est la différence cette fois et pourquoi devrions-nous croire ces sondages aujourd'hui? La question est pour vous deux. Les sondages d'opinion à l'époque prévoyaient que Clinton gagnerait par 10% et gagnait en fait par une marge de 2 et 1 sur 10%. La majorité des électeurs ont voté pour Clinton, mais elle a perdu le collège électoral qui penchait vers les États ruraux. Mais ce qui se passera cette fois, c'est que ces États n'ont pas le même degré de non-adhésion envers Joe Biden, comme ce fut le cas pour Hillary Clinton. Mais plus de 50% des Américains ne préfèrent pas Trump, donc je ne vois pas comment il pourra surmonter cette question, car il y a une grande différence entre ce qui est arrivé à Clinton et ce qui va arriver à Biden. Juste pour clarifier cette question, Hillary Clinton, à l'échelle nationale, a obtenu 2,1% de voix en plus, mais elle n'a pas gagné dans un certain nombre de grands États. Elle a donc perdu les votes du collège électoral. Maintenant, M. Howard, pensez-vous que les résultats des sondages peuvent être fiables? Et qu'est-ce que ces sondages ne peuvent pas prédire?
Il faut savoir que les sondages les plus importants sont ceux qui commencent le jour du scrutin. Néanmoins, la pandémie du COVID-19 à laquelle nous sommes confrontés amènera une grande partie des électeurs à voter par correspondance et certains d'entre eux ont reçu des cartes de vote par la poste sans les demander, ce qui suscite des inquiétudes. Permettez-moi de me concentrer ici sur un point que Jim a soulevé, et nous appelons cela un acronyme démocratique. Mais en fait, nous sommes une petite république démocratique. Jim et moi avons été élus au Congrès par le vote populaire de l'électorat, mais le président est élu avec les votes qu'il recueille du collège électoral. Et donc l'élément principal ici est de pouvoir rassembler 270 votes au collège électoral, de sorte que le président puisse gagner les élections présidentielles, même s'il n'obtient pas la majorité du vote populaire, parce que la Constitution américaine a établi ces démarches pour élire le président. Et vous pensez qu'il gagnera assez de voix dans un nombre suffisant d'États pour lui assurer la victoire du collège électoral? Oui, je pense que cela se produira même si la Californie, New York et l'Illinois votent démocratiquement. Je pense que la majorité des votes du collège électoral dont le président a besoin iront au président Trump. Je reviendrai vers vous, Monsieur Howard, car vous avez soulevé un point qui est toujours au cœur du débat. Surtout après le dernier débat présidentiel, au cours duquel le président Trump a déclaré que les élections allaient connaître des fraudes à une très large échelle et des falsifications de résultats. C'est un fait sans précédent dans l'histoire des élections présidentielles américaines qu'un président qui est candidat aux élections jette l'ombre du doute sur l'ensemble du processus électoral. La vérité est que tout au long de l'histoire des élections américaines, nous n'avons jamais été témoins d'une fraude électorale. Qu'est-ce qui a changé dans ces élections? Qu'est-ce qui les différencie des expériences précédentes de notre histoire électorale? Le processus d'envoi, de réception, de comptage des votes a-t-il radicalement changé, ce qui alimente ce sentiment d'anxiété que les résultats ne reflèteraient pas la volonté des gens? Alors, laissez-moi expliquer ça. Il y a ce que les anciens philosophes appellent la vertu citoyenne, et nous pouvons tous doser notre comportement et respect vis-à-vis de cette vertu, parce que de nos jours, nous voyons quelque chose qui est complètement en contradiction avec ce que Jim Moran et moi-même connaissions pendant notre mandat à la Chambre des représentants, car in fine, la politique est une mission difficile, puisque vous défendez la vie des citoyens au milieu de visions et de philosophies différentes. Mais ce qui m'a complètement surpris, c'est que de nombreux dirigeants du Parti démocrate ne se considèrent pas comme une opposition, mais se qualifient plutôt de résistance, bien que ce ne soit rien d'autre qu'une rhétorique. Quand on regarde l'humeur du public contre le président Trump pour tenter de l'isoler, et les gros titres qui sont apparus après ces tentatives, il semble qu'on est devant un réseau au sein de la vaste bureaucratie américaine qui travaille à organiser un coup d'État aux États-Unis, et cela introduit un sentiment de profonde préoccupation. Par conséquent, le président Trump ne devrait pas être accusé de tout cela. J'invite tout le monde à exercer cette importante vertu citoyenne au profit de la société et de comprendre qu'en ce qui concerne la fraude électorale, le vote par correspondance peut contribuer à cette fraude. De plus, il y a des histoires de cartes de vote manquantes, donc tout cela suscite des inquiétudes. Merci à vous, monsieur l'ancien membre du Congrès Howard. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Moran, pour le reste du temps de l'émission. Et je vous pose la question suivante. Après les élections, il y a de grandes chances que les États-Unis soient confrontés à une crise constitutionnelle que nous n'avons jamais vécue auparavant. Que faire pour éviter un tel dénouement qui serait un véritable tremblement de terre?
Chaque électeur inscrit doit voter car il n'y a pas d'élection présidentielle plus importante que celle-ci. Ceux qui craignent de contracter le virus doivent voter par correspondance et s'ils ne veulent pas le faire, ils doivent se rendre au bureau de vote car c'est leur pays et leur vie qui sont mises à rude épreuve. Et c'est ce qui fera la différence. Faites que ces élections soient démocratiques et maximisez votre vote. Chers téléspectateurs, vous avez écouté les propos du camp démocratique et républicain. Et ce que je peux ajouter de mon point de vue, c'est qu'il y a une vraie division dans ce pays, une division sociale, économique et politique. Et donc la question qui se pose est la suivante. Ces élections seront-elles la solution à ces divisions? Les Américains se réuniront-ils? Accepteront-ils les résultats des élections? S'aligneront-ils derrière le prochain président? Et rétabliront-ils la cohésion du système qui a souffert pendant 4 ans de division et de violence sans précédent dans l'histoire du pays? Nous aspirons à ouvrir une nouvelle page le 3 novembre et je veux par là dire que j'espère que tel ou tel candidat l'emporteront, mais ce que j'espère, c'est surtout le rétablissement de l'unité et de la paix entre les Américains. Je remercie les anciens membres du Congrès, M. Moran et M. Howard. Je remercie également J.D., Adele. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.